Christophe Aubrien, enlèvement, agroglyphes et mutilation de bétail, quel est leur lien réel avec les OVNIS? Rédacteur en chef, Christophe Aubrien était designer professionnel, musicien et acteur, modèle à New York depuis plus de 10 ans, lorsqu'il s'est installé dans la vallée de San Luis, dans le Colorado, en 1989. Aujourd'hui auteur reconnu et enquêteur paranormal, Christophe est surtout connu pour ses livres de Mystery Valley, 1996, Hanté de Valley, 1999, et Secret of the Mystery Valley, 2007, des ouvrages qui relatent les incroyables vagues d'ovnis de haute étrangeté qui ont frappé cette région. Il est également l'auteur de nombreux articles de magazines qui sont parus dans Fate, UFO Universe, Phenomena, Zeitgeist, pour n'en citer que quelques-uns. Christophe a vécu dans et autour de Sedona, Arizona 2004, 2018, un autre endroit bien connu pour les ovnis et les phénomènes connexes de haute étrangeté. Christophe Aubrien, j'ai en quelque sorte quitté cet endroit le Colorado. Toute l'activité s'est arrêtée dans le SLV vers 2000, alors je suis resté quelques années de plus. Je suis parti pour me débarrasser de mon propre chemin. C'est l'interprétation de Copenhague, le simple fait d'observer un processus le modifie. Pour une raison quelconque, les gens appellent cela l'effet Heisenberg, mais ce n'est pas le cas. C'est en fait l'interprétation de Copenhague. J'avais l'impression de devenir l'histoire, et non ce que j'étudiais, et en plus, il y avait une sécheresse millénaire dans le SLV, et je ne pouvais plus la supporter ainsi que la fumée des feux de forêt. Les arbres vivants étaient 4 fois plus secs que le bois séché au four. Rédacteur, vous êtes actuellement à Sedona, en Arizona 2008. Il y a quelques années, j'ai interviewé Tom Dongo, qui a relaté de nombreux événements dans cette ville, même s'il dit que les choses ont diminué ces dernières années par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Il a écrit des livres sur l'activité OVNI, et les événements paranormaux de Sedona. Christophe Aubrien, récemment, nous avons eu une observation assez cool près d'ici, la 2e semaine de novembre 2007. Rédacteur, on dirait que vous êtes passé d'une fenêtre à l'autre, parlez-nous un peu de vous. Christophe Aubrien, j'ai été élevé à Medina, dans l'État de Washington. Si j'avais 12 ans et que je distribuais encore mes journaux, je serais le livreur de journaux de Bill Gates. Rédacteur, votre intérêt pour les ovnis s'est manifesté alors que vous étiez à l'université? Christophe Aubrien, non, j'ai eu une expérience très proche et personnelle, quand j'avais 6 ans en 1963, là à Medina. Rédacteur, est-ce que c'est près de Seattle? Christophe Aubrien, c'est de l'autre côté du lac Washington à Bellevue. Rédacteur en chef, vous aviez donc 6 ans. Y avait-il quelqu'un d'autre impliqué dans cette histoire? Christophe Aubrien, ma sœur. C'est elle qui m'a trouvé. Cela lui a pris un certain temps, mais elle m'a trouvé après environ 45 minutes. Elle essayait d'identifier où j'étais, et m'a trouvé vers 3 heures du matin. Elle m'a ramené à la maison. J'avais tellement peur qu'elle m'a mis au lit avec elle. Rédacteur, c'était donc un événement très traumatisant. Christophe Aubrien, non, ce n'était pas traumatisant. En fait, avec le recul, j'étais un peu scientifique. J'ai même imaginé une expérience ad hoc pour essayer de mieux les voir, et les attirer sous un lampadaire, dans la cour de mon voisin. Il avait un lampadaire de ferme, une lampe à vapeur de mercure, et je suis sorti au milieu de l'herbe, et le voisin de l'autre côté, avait une grande pelouse et j'ai attendu que les 4 petits gars, à peu près de ma taille, passent à travers. Bien sûr, mes parents ont dit que c'était un cauchemar. J'ai fini par me retrouver à 3 maisons de l'endroit, dont je me souvenais pour la dernière fois, avec une certaine période de temps perdu et tout ça. Éditeur, wow. Donc tout cela se passait avec vous en tant que jeune garçon. Christophe Aubrien, oui, en 1963, j'avais 6 ans, et puis des années plus tard j'ai lu Opération Trojan Horse de John Keel, et j'ai découvert qu'il avait enquêté sur 3 ou 4 rapports de type contact dans les 3 villes autour de la mienne, la même année, le même printemps. Cela m'a rappelé tout cela. Cette expérience avec ce que j'appelais les hommes bâtons, a fait naître en moi un intérêt pour l'ufologie qui durera toute ma vie. J'ai dévoré tous les livres, tous les articles et toutes les histoires de journaux sur lesquels je pouvais mettre la main pendant de nombreuses années de mon enfance. Puis, quand je suis arrivé à New York, ce n'était pas cool et je ne pouvais pas voir le ciel de toute façon, vivant près de Manhattan, et puis j'ai eu une observation vraiment fascinante, avec de multiples témoins, à New Paltz, le même week-end où Whitley Strieber parle de choses assez intenses, qui se passe à quelques kilomètres de là, dans sa cabane. Éditeur, c'était pendant que vous étiez à l'université? Christophe Aubrien, je rendais visite à un ami à New Paltz, cela s'est passé après un concert de Jean Tlogien. Je ne l'oublierai jamais. Nous avons réellement communiqué avec lui. Les lumières étaient très haut dans le ciel. Plus de 100 000 pieds peut-être. Rédacteur, j'ai lu qu'elle faisait des motifs dans le ciel? Christophe Aubrien, oui. Nous avons en fait conçu une expérience physique où 5 d'entre nous se sont alignés, allongés sur le sol, dans des formes géométriques, et ensuite les objets ont reflété cela. Stefan Gray, prenez des notes. Rire. Il y a la matière à un article complet.
c'est moi qui ai fait connaître Gray à Creston, où il organise sa formation annuelle d'ambassadeur de l'univers, chaque année, depuis 10 ou 12 ans maintenant, je crois. Rédacteur, il est bien sûr devenu très connu au fil des ans. Christophe O'Brien, eh bien, Chérie Adami a été son premier gouvernail, et elle a en quelque sorte dirigé le CSETI. Elle est devenue une très bonne amie à moi avant de mourir en 1998. Rédacteur en chef, c'est donc ce qui vous a attiré dans la vallée de San Luis? Christophe O'Brien, non, je connaissais la vallée. Je connaissais Snippy le cheval quand j'étais petit, à 10 ans, et j'ai essayé d'y aller une fois en 1979, mais je n'ai pas pu y aller à cause de la neige. Des amis m'avaient suggéré d'y aller, car je n'aimais pas Santa et Feu, quand j'avais quitté Boston pour m'installer au Nouveau-Mexique. Et j'ai fini par y rester pendant 13 ans. Rédacteur, qu'est-ce qui vous a attiré dans la vallée de San Luis? Ou est-ce que je m'avance trop? Christophe O'Brien, non, pas vraiment. Comme je l'ai dit, j'avais déménagé dans l'Ouest, et j'avais atterri à Santa et Feu avec ma petite amie, et je ne pouvais pas supporter cet endroit. J'avais un ami et sa petite amie, qui vivaient à Creston et il m'avait dit, viens voir par ici. J'y étais allé quelques mois auparavant, et quand j'ai quitté l'autoroute principale pour rentrer dans Creston, qui est une impasse de 12 miles au pied de montagnes de 14 000 pieds, je me souviens avoir pensé que les montagnes ressemblaient à des dents, et que quiconque serait assez fou pour y vivre se ferait dévorer et recracher. Vous avez été là, vous savez. Éditeur, oui, c'est une chose impressionnante. Christophe O'Brien, je suis donc arrivé en 1989. J'étais un musicien de concert à New York, sur la côte est. J'étais dans un groupe qui avait du succès à Boston. Et la première chose que j'ai faite, quand j'ai déménagé dans la vallée, c'est de commencer à demander à certains des anciens que j'ai rencontrés, s'ils savaient quelque chose sur toutes les observations d'OVNI des années 1960. J'ai fini par ne demander qu'à quelques personnes, car j'ai très vite compris que je ne voulais pas que les gens me regardent bizarrement, rire, très bizarrement, surtout en tant que nouveau venu dans la région. Bien sûr, des années plus tard, j'ai découvert qu'il fallait être un habitant de SLV, pour que les gens reconnaissent le sujet, sans parler de s'ouvrir et de faire du bénévolat. Donc, dès le début, les 2 ou 3 premières années, j'étais conscient qu'il y avait eu une certaine activité dans le passé. J'étais au courant de l'affaire Snippy, mais je n'ai pas fait de recherche, ni enquêté, ni rien de tout ça de 1989 à 1992. Environ 3 ans. Ensuite, nous avons eu probablement la vague la plus intense d'activité OVNI, dans n'importe quelle région géographique des États-Unis, qui s'est produite pendant les 6 années suivantes. Je pense pouvoir documenter et étayer cette affirmation particulière, et très audacieuse en me basant sur la base de données que j'ai pu accumuler. Éditeur, et en fait, au fur et à mesure que les choses se sont déroulées, il est devenu assez courant pour vous de voir des choses vous-même. Christophe O'Brien, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'observations. Au moins 50, si ce n'est plus. Certaines étaient vraiment spectaculaires, d'autres étaient routinières, d'autres encore étaient le fait de plusieurs témoins, et d'autres encore correspondaient à 10 ou 15 personnes dans la vallée qui avaient vu des choses similaires, voire identiques, depuis différents points d'observation. Rédacteur, quelles ont été vos observations les plus mémorables et les plus marquantes? Christophe O'Brien, c'est impossible. Je veux dire, j'ai vu des objets de toutes les couleurs, tailles, formes et vitesses. Le plus impressionnant était probablement l'énorme orbe vert, que j'ai vu voler le long des Sangras à environ 3 heures du matin, début janvier. Cela devait être en 1991 ou 1992. C'était une chose énorme. Une pleine lune est à peu près une aspirine à bout de bras. Cette chose avait la taille d'un penny. Il a volé tout le long du Sangre. Complètement silencieux. Il devait faire des centaines et des centaines de pieds de diamètre, 400 à 500 pieds, peut-être plus. Non, non, ça devait être bien plus. Ça faisait ressembler la pleine lune à Vénus. Rire, disons-le comme ça. C'était énorme. Je me souviens qu'il faisait nettement moins de 0 cette nuit-là. Les routes là-bas, comme vous le savez, vont tout droit sur des kilomètres. Vous pouvez vous endormir pendant 10 minutes, et vous réveiller et vous seriez toujours sur la route. Rire, d'Alamosa à Salida, il faut 2 heures et 20 minutes, et la route est légèrement sinueuse. Bref, avant cet événement particulier, j'étais très fatigué et je rentrais d'un concert. Je me pinçais pour rester éveillé, et je vous raconterai après que je suis rentré chez moi, et que je ne pouvais pas m'endormir. Rire. Éditeur, cela a fait monter votre adrénaline. Christophe O'Brien, oui, et ce qui est étrange, c'est que j'ai entendu un craquement dans mes oreilles, ce que j'ai trouvé très particulier. Cela m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur un tout autre domaine, que celui des simples bâtonnets et cônes qui s'activent. Je veux dire, j'ai entendu un crépitement distinct dans mes oreilles quand cette chose était en vue. J'ai ressenti, au niveau auditif, une sorte de chant, et j'étais probablement à 15 miles de là. Éditeur, exact.
Les gens ont vu des météores et ont entendu une sorte de sifflement, ou autre chose, et les scientifiques ont dit qu'ils n'entendaient pas réellement le son du météore parce qu'il était trop loin, mais qu'il y avait comme un champ de plasma créé par le météore entrant dans l'atmosphère. Christophe Aubrien: oui, mais un champ de plasma est un gaz ionisé, c'est une chose visuelle. Rédacteur: oui, il disait que cela crée une sorte de champ d'énergie de type électromagnétique, qui stimule peut-être les poils à l'intérieur de l'oreille interne. Christophe Aubrien: cela ressemblait à un bruit blanc, à des parasites dans ma tête. Comme les parasites entre les stations de radio à ondes courtes ou quelque chose comme ça. Éditeur: eh bien, c'est intéressant. Très intéressant. Avec les personnes qui avaient réellement possédé Snippy, la première mort ou mutilation inexpliquée de bétail rendue publique, vous avez découvert des personnes qui avaient nettoyé la cabane appartenant à la famille Berle-Lewy qui possédait Snippy. Christophe Aubrien: oui, Roger Laborde. C'est un spécialiste du coma mondialement connu, je suppose, par manque d'un meilleur terme. La moitié du dernier chapitre de mon deuxième livre parle de lui. Il voyage dans le monde entier pour aider les familles, et soit il aide à ramener les patients dans le coma, soit il leur donne la permission de le quitter. Je l'ai rencontré très tôt lorsque j'ai déménagé dans le SLV. Ils avaient 2 filles qui étaient à peine plus âgées que la fille d'Isadora et nous sommes devenus amis. Et juste avant de commencer mon enquête, je leur ai parlé et ils m'ont raconté cette histoire incroyable. Ils travaillaient avec la Fondation universelle d'éducation, et le groupe venait d'acheter le ranch supérieur de King. Ils étaient en train de le nettoyer, et ils ont trouvé ces journaux à feuilles mobiles, manifestement écrits par Nellie Lewy, la propriétaire de Snippy, et ils les ont posés dans la maison sur le comptoir de la cuisine. 2 types sont partis, vêtus de pantalons, torse nu et portant juste leurs sous-vêtements. Ils ont fait le ménage et tout le monde a pensé qu'ils étaient les amis de quelqu'un d'autre et personne, rétrospectivement, ne savait qui ils étaient. Ils sont partis et les journaux ont disparu. Mais cela s'est passé avant que je ne sois impliqué dans un quelconque travail d'enquête. C'était juste des amis qui me racontaient une histoire inhabituelle. J'étais juste un musicien qui travaillait dans le bâtiment. Ils n'avaient donc aucune raison de me raconter une telle histoire, à moins qu'elle ne se soit réellement produite, et en vérifiant auprès d'autres personnes présentes à l'atelier, j'ai pu constater que oui, ils avaient trouvé ces journaux inhabituels, qui ont fini par disparaître. Ces 2 gars qui avaient été là, personne ne savait qui ils étaient. Tout le monde pensait qu'ils étaient l'ami de quelqu'un d'autre. C'était assez bizarre et j'en parle dans mon premier livre. Rédacteur en chef: oui, je viens de le lire dans ce livre, et je me suis dit que c'était une situation étrange. Christophe Aubrien: leur description était étrange aussi. Je les ai interrogés séparément, et ils ont tous dit à peu près la même chose. Il y avait un dessin d'un symbole étrange, un triangle avec un serpent dedans. Il y avait des entrées et des dessins assez intéressants dans les journaux. Il y avait une femme nommée Pearl Nicolas, qui était l'éditrice du Alamosa Courrier, page Société, qui était la meilleure amie de Nellie Lewy. Elle a documenté des centaines d'observations d'OVNI dans les années 60, et j'ai pu retrouver, je crois, une nièce qui avait ses histoires originales, c'est noté d'autres choses. 1 an et demi à 2 ans de rapports d'observation, qu'elle avait recueillis en tant que reporter. Toute cette affaire de Snippy me semble extrêmement importante. Si l'on considère le lien entre le sang, et toutes sortes de phénomènes paranormaux, c'est le grand-père de tous en termes de preuves physiques. L'affaire Snippy a été considérée comme la première mutilation de bétail, même si c'était un cheval. Et il n'y a jamais eu d'autres cas similaires depuis. Il a associé pour toujours un élément sanguin, presque rituel, à l'ufologie, et je pense que c'est un cas très important. Il s'est produit au plus fort du Suméo Fleuve, la première semaine de septembre 1967, alors que le nombre de personnes s'adonnant aux substances psychédéliques n'avait jamais été aussi élevé. Des centaines de milliers de personnes ont ouvert les portes de la perception, et juste au sommet, à la fin de cette semaine, nous avons l'affaire Snippy. Nous entrons dans le domaine de Terence McKenna, Juling et d'autres, mais je ne saurais trop insister sur l'importance de cette affaire. Les gens qui me connaissent. J'ai découvert La Vallée de Sang, Louis lorsque j'ai vu le titre et la photo dans l'Enquiré, le Star ou toute autre publication de l'époque, lorsque j'avais 10 ans. Quel que soit le torchon, il était à la caisse du Safeway. J'ai harcelé ma mère. J'ai dit, donne-moi 1 centime. Il faut que j'achète ça. Il faut que je lise cet article. Maintenant, en regardant en arrière, 40 ans plus tard, je pense que je peux vraiment apprécier pleinement d'où venait cette excitation. Rédacteur en chef, c'est vrai. Je me souviens que le magazine Faté avait un article de Coral Lawrence en présentant les preuves soutenant l'affaire, et puis quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui, écrivait un article contre l'affaire. C'était pour et contre. Christophe Aubrien, Condon est venu et a enquêté. C'est un cas tellement étonnant. Et puis j'ai trouvé John Altshuler des années plus tard, le pathologiste qui a fait l'examen pathologique. Il a passé toute sa vie à porter cette étiquette, le pathologiste mystérieux, et il n'était pas pathologiste. Il était hématologue. Il est retourné à l'école et il avait une 60aine d'années, quand il a obtenu son diplôme en pathologie animale.
Quelqu'un devrait faire un très bon livre sur ce sujet. Bien sûr, Coral et Jim ont fait des hâtevents à Palooza, qui est très difficile à trouver. J'ai quelques-unes des seules images de l'animal, sur le terrain, sur le site, qui se trouvent dans mon DVD sur l'affaire Snippy. Rédacteur, je viens de lire l'année dernière, et je ne le savais pas, mais Philippe Imbrogno qui a été démasqué, comme fraudeur en 2011 de New York qui, avec Inet, a enquêté sur les observations de la vallée de l'Hudson. Christophe O'Brien, et a écrit Night Siege, bien sûr. Rédacteur en chef, eh bien, il a écrit dans un nouveau livre publié l'année dernière intitulé Interdimensional Universe comment John Fuller lui avait dit qu'ils avaient eu des mutilations, alors qu'ils enquêtaient sur les incidents ovnis à Exeter, New Hampshire, mais qu'il les avait gardés sous silence, parce qu'ils étaient trop controversés ou autres. Christophe O'Brien, oui, en 1965. J'ai ce livre juste ici à côté de mon lit en fait. Ce qui est important dans l'affaire Snippy, ce n'est pas tant que ce soit le premier cas. David Perkin a trouvé un homme d'environ 90 ans, qui travaillait pour les services forestiers au nord de la vallée, à l'ombre des plus hautes montagnes du Colorado, dans la vallée de la rivière Arkansas, et il a trouvé un tas de 15 élans et cerfs mutilés au début des années 1950. Il y a un cas de porc mutilé dans le Missouri dans les années 30. En 1948, un chasseur d'élan a trouvé un élan mutilé dans l'État de Washington, un cas très bien documenté avec un rapport de police. Le tout premier film de science-fiction jamais réalisé porte sur des mutilations de moutons en Australie, en 1903. Rédacteur, Christophe O'Brien, au Moyen-Âge, les paysans ont demandé au roi Jacques II de demander aux prêtres de faire quelque chose, pour que Dieu mette fin au massacre gratuit du bétail en Angleterre. J'ai également entendu des références, je n'ai pas vu de traduction réelle ou de documentation, au Moyen Empire d'Égypte, des références faites par le peuple implorant la classe des prêtres, ou le pharaon d'arrêter l'étrange mutilation du bétail. En Afrique et en Extrême-Orient, les personnages truqueurs sont connus pour prendre les organes génitaux du bétail. Éditeur, des personnages de Truster, des êtres surnaturels comme Christophe O'Brien, eh bien, on trouve des formes de trickster dans toutes les cultures. Elles vont du coyote ici dans le sud-ouest à Loki en Scandinavie, en passant par Elegba en Afrique. Il y a des personnages de trickster dans toutes les civilisations anciennes, et ils se sont en quelque sorte développés dans le monde moderne également. Et les illusionnistes sont connus pour prendre les organes des tissus mous du bétail. Puis il y a les lutins. Les animaux abrutis par les lutins, est un terme qu'ils utilisaient au Moyen-Âge. Les animaux étaient abrutis par des formes supposées de filouterie, comme les lutins et ce genre de choses. On attribue souvent au trickster, l'ablation des organes des tissus mous du bétail. La plupart des gens ne le savent pas, même sur le terrain. Je suis sûr que si vous parlez à Linda Hove, Tom Adams ou David Perkin, une poignée, 10 personnes peut-être, avec qui j'ai discuté de ce sujet, le savent. Jacques Vallée en parle dans Passport to Magonia. Comme les agroglyphes, ils ont été signalés depuis le Moyen-Âge. Mon nouveau livre, qui sortira au printemps, s'intitule Stalking de Trickster, et s'intéresse au plus ancien de nos personnages archétypaux, le Trickster. Rédacteur, j'ai lu il y a quelque temps une série de livres écrits dans les années 1960 et 1970, par un pasteur allemand un certain Dr Kurkosch, qui a voyagé dans le monde entier, dans le domaine missionnaire. Il écrivait contre l'implication occulte et d'autres choses. Il était un peu notre version de John Keel, mais dans la communauté chrétienne. Il décrivait des cas de sorcellerie et des choses où des êtres prenaient la forme d'animaux et attaquaient les gens, et où il y avait d'étranges mutilations d'animaux autour des maisons des gens, avec des gens qui étaient sous l'emprise d'un lien occulte, d'une affliction ou d'une attaque. En lisant cela, je me suis dit qu'à part le contexte, c'était un peu le même genre de choses que nous entendons dans le domaine des ovnis. Christophe O'Brien, oui, c'est comme les incubes et les succubes dans les enlèvements. Il y a beaucoup de corrélations que l'on peut établir. C'est d'ailleurs le sujet d'une des conférences que je donne. Quelle est la connexion? Je regarde les abductions, les cercles de culture, les mutilations d'animaux, et diverses catégories d'événements phénoménaux connexes, qui ont été attachés à l'ufologie. Et je discute de la validité de ce lien. C'est un sujet très intrigant. Voici une autre théorie que j'ai qui est la suivante. Chaque fois que nous commençons à nous dissocier de l'activité militaire à l'étranger, les 2 ou 3 années qui suivent le moment où nous commençons à nous extraire des conflits, à ne plus verser de sang, à ne plus sacrifier nos jeunes sur l'autel de la guerre, les années suivantes ont tendance à être celles où nous avons une véritable recrudescence de l'activité de type OVNI. Nous avons les années 1970, et notre sortie du Vietnam, et les années 1990 et le départ de l'Irak. Je vois une corrélation avec la recrudescence des rapports de décès inexpliqués de bétail. Rédacteur, en ce qui concerne le phénomène des mutilations, vous avez également enquêté sur un certain nombre de ces cas. Christophe O'Brien, environ 200. Rédacteur, je me souviens avoir lu dans votre livre Secret de la vallée mystérieuse, une situation impossible où, Christophe O'Brien, il y a eu plusieurs cas impossibles. Sur les 200, plus ou moins, cas sur lesquels j'ai enquêté,
40 d'entre eux étaient suspects, et parmi eux, il y en avait 10 qui m'ont fait tourner la tête. La rédaction, celui avec le taureau placé à l'intérieur d'une maison en faisait-il partie? Christophe Aubrien, celui-là a été trouvé à l'intérieur d'une cabane en adobe abandonnée. Il n'y a aucune chance que ce taureau ait pu entrer par la porte, et encore moins qu'il ait pu se coucher sur cette énorme table de construction, qui était à 1,5 pied du sol. C'était un taureau de près de 2000 livres, donc c'était une table vraiment solide, une sorte de table rustique qu'ils avaient construite. Je n'ai pas vraiment enquêté sur cette affaire. C'est arrivé en 1975. C'était un cas précoce dans le comté de Costilla. Il a fait la première page du journal local, et il y avait une photo de l'animal et personne n'a pu le comprendre. Il n'aurait même pas pu le faire entrer dans la cabane en adobe s'il l'avait promené, sans parler de transporter un animal mort. Ils ont dû abattre un mur pour le faire sortir. Éditeur, donc, d'après votre expérience, quand quelqu'un enquête sur une rencontre rapprochée avec un ovni, un atterrissage, un contact, un incident de mutilation, à quoi doit-il être préparé pour faire face, et gérer une situation comme celle-là? Quelle est la meilleure approche? Christophe Aubrien, la meilleure approche est de savoir ce que vous faites avant même d'arriver sur place. J'ai eu la chance, au printemps 1993, d'être formé par téléphone par l'un aux techniques d'enquête sur le terrain, et de travailler avec les forces de l'ordre locales. Ils m'ont rapidement mis au courant de la façon d'établir et de maintenir une scène de crime, vous savez, s'assurer qu'il n'y a pas de circonstances compromettantes autour d'une de ces scènes. C'est la chose la plus importante. L'établissement d'une scène de crime est la technique de base des forces de l'ordre pour obtenir des preuves médico-légales, et des preuves sur la scène de crime. Vous mettez en place une corde qui entre dans l'animal et qui en sort, et tout le monde s'y rend. Personne ne tourne autour de l'animal. Tout le monde regarde CSI et toutes ses émissions, alors les gens sont beaucoup plus au courant de tout cela. Mais quand j'ai commencé, je n'aurais pas eu la moindre idée de la façon d'enquêter correctement sur un de ces cas, et c'est assez compliqué. Vous devez vraiment savoir ce que vous faites. Il n'y a que quelques dizaines de personnes, peut-être, qui auront à enquêter sur un cas comme celui-ci. Il y a donc peu de chances que quelqu'un ait un jour l'occasion de mettre en pratique ses connaissances. J'ai dû apprendre très rapidement, et je suis très reconnaissant à Linda de m'avoir donné un coup de pouce, et de m'avoir initié à l'investigation sur le terrain de ces cas de mort animale. Mais Tom Adams et David Perkin, ainsi que plusieurs représentants des forces de l'ordre, comme Gab Valdé, ont joué un rôle déterminant en me donnant encore plus d'informations sur la manière de faire des recherches, et d'harmoniser mes efforts avec ceux d'autres enquêteurs, sur la manière de travailler en réseau, et de maintenir une équipe de sources efficace pour d'autres affaires. En 1995 et 1996, j'ai pu avertir les shérifs, les adjoints et les inspecteurs des marques de bétail, qu'ils devaient être à l'affût de ces affaires, car des vagues d'activité traversaient le Colorado et le Nouveau-Mexique. À un moment donné, nous avons pu organiser un séminaire de formation à l'intention de 15 à 20 agents des forces de l'ordre, inspecteurs de marque et membres du conseil d'administration de l'élevage, afin de leur apprendre à faire partie d'une équipe, et à travailler ensemble pour tenter d'identifier ce qui se passait et, éventuellement, les auteurs de ces crimes horribles. Et nous en sommes arrivés à un point où, en 1996 environ, après plusieurs douzaines de cas, nous avons pu mettre en place un arbre téléphonique où les responsables de l'application de la loi se parlaient les uns aux autres et où les gens de la communauté des éleveurs communiquaient entre eux, et où la stigmatisation liée à la reconnaissance de ce qui se passait n'était même plus un problème. Puis, à l'automne 1998, et au printemps 1999, nous n'avons eu aucun cas. Les chirurgiens bovins sont partis en Amérique du Sud. Nous n'avons eu aucun cas aux États-Unis pendant des années, ou très peu, juste quelques cas ici et là, pendant 6 ou 7 ans. Nous avons réussi à les faire fuir. Je venais enfin de réunir une demi-douzaine de vétérinaires praticiens dans la vallée, et les forces de l'ordre ont tout reçu, les protocoles d'enquête sur le terrain du nid, ce qu'il faut faire quand on tombe sur un cas, et il a fallu des années pour en arriver là. Mais nous avons fini par mettre tout le monde d'accord et nous n'avons pas eu d'autres cas pendant des années. En 2001-2004, nous avons eu cette énorme floraison de cas, qui se sont produits en Argentine et au Brésil. Je trouve cela très intriguant. Éditeur, Hugues. C'est décourageant. Donc vous devez vous lancer dans cette chose en étant prêt à apprendre les techniques d'investigation appropriées, vous devez avoir un esprit ouvert, un esprit très ouvert, et, Christophe Aubrien, vous devez avoir la confiance des médias locaux, et des responsables locaux de l'application de la loi. Tout d'abord, vous devez savoir comment collecter des échantillons de plantes et de sol, des échantillons biophysiques. Vous devez savoir comment mener une enquête sur le terrain, et une fois que vous avez mené cette enquête, vous devez avoir des laboratoires où envoyer les échantillons. Rédacteur, oui, si vous pouvez trouver quelqu'un de qualifié, un technicien de laboratoire, ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce genre de choses. Sinon, cela peut devenir très coûteux de faire effectuer des tests de laboratoire. Christophe Aubrien, eh bien, vous savez que l'éleveur ne va pas payer pour cela.
il a déjà perdu son investissement. C'est l'une des beautés de la nature ingénieuse de ces crimes. L'éleveur ne veut rien savoir. Il traîne cette chose jusqu'à un tas d'OCC comme « Oh mec, il y a 2000. Juste là. Boum. Je viens de perdre un billet de 2000 $. Et si c'est un animal de reproduction, une vache ou un taureau de semence ou autre, alors il a perdu combien de générations de retour potentiel sur investissement? Il y a donc une sorte de facteur d'annulation intégré dans tout cela. En d'autres termes, il n'est pas question d'appeler des vétérinaires sur un site de mutilation pour déterminer la cause de la mort. La chose est morte et le gars a perdu son argent. C'est pourquoi les vétérinaires ne viennent pas vérifier, à moins qu'il n'y ait eu un certain nombre de cas et que les gens soient furieux, et qu'ils se disent « D'accord, je vais prouver que c'est inhabituel ». La plupart des gens dans l'Ouest, une grande majorité de petits ranchs, n'assurent pas leurs troupeaux. L'un des commentaires les plus courants des démystificateurs est « Oh, c'est une fraude à l'assurance. Ils tuent juste ces vaches parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir, et ils collectent l'argent de l'assurance. » C'est des conneries. Dans tous les cas sur lesquels j'ai enquêté, il n'y a eu qu'un seul éleveur, dont j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une fraude à l'assurance. Je pense que si vous regardez le pourcentage de cas, qui était probablement légitime, en termes de quelque chose de très étrange qui a tué leurs animaux, par rapport au seul type qui essayait peut-être d'escroquer et de prendre le dessus sur la compagnie d'assurance, je pense que les chances sont assez bonnes que ce soit légitime. Rédacteur, j'imagine que dans beaucoup de ces cas, il a été difficile de gagner la confiance de beaucoup de ses propriétaires, pour qu'ils veuillent même en parler avec vous, n'est-ce pas? Christophe Aubrien, je dirais qu'un enquêteur comme moi, n'entend parler que d'un cas sur 10, et c'est probablement encore plus faible. Et donc, sur ces 10 cas dont j'entends parler, il y en a peut-être 2 ou 3, sur lesquels je peux aller enquêter et rencontrer l'éleveur. Peut-être même la moitié, mais quelque part entre 3 et 5 de ces 10 cas, j'ai pu en entendre parler, et j'ai été en mesure de fournir une sorte d'option à l'éleveur. Et généralement, ces cas étaient soit les plus étranges au début d'une vague, soit des cas qui se sont produits plus tard, lorsque les gens étaient énervés, et victimes au point de le rendre public. Très peu de ces éleveurs acceptent que leur nom soit utilisé et rendu public, et l'une des choses dont je suis le plus fier dans mon premier livre, c'est que 157 personnes, 160 environ, ont signé des formulaires de décharge, pour que je puisse utiliser leur nom. J'ai lu un livre comme un fort, de Skinwalker de Colm Kelly et George Knapp, et bien que ce soit un très bon livre, et qu'il contienne des choses merveilleuses révélées, il y a 4 ou 5 personnes, qui ont été nommées dans tout le livre, et nous parlons d'une organisation scientifique de classe mondiale qui avait des physiciens, des microbiologistes et des pathologistes vétérinaires de classe mondiale, et aucun d'entre eux n'a permis que leur nom soit utilisé en conjonction avec certains des rapports qui ont été déposés et couverts dans ce livre. Et je regarde mon livre, et j'ai 160 personnes sur l'enregistrement, 2 douzaines de représentants des forces de l'ordre que je nomme, qui ont signé des formulaires de décharge, pour que je puisse utiliser leur nom. Donc quand quelqu'un demande « De quoi êtes-vous le plus fier dans votre travail d'investigation ?» C'est ce dont je suis le plus fier. J'ai convaincu près de 200 personnes de s'exprimer, et il n'y a pas beaucoup de livres sur ce sujet qui ont été écrits au cours des 15 dernières années, et dont on peut dire la même chose. Rédacteur, oui, c'est très complet. Puisque nous parlons de Skinwalker, lorsque j'étais là-bas Nouveau-Mexique et Colorado en août dernier, Priscilla Wolf m'a raconté des histoires de Skinwalker. Quelqu'un d'autre m'a raconté une vieille histoire dans la vallée de San Luis, celle d'un homme qui prétendait avoir été effrayé par un être de taille humaine ressemblant à une menthe religieuse qui le poursuivait. Avez-vous rencontré des cas comme celui-ci dans vos enquêtes? Christophe Aubrien, pas de type insectoïde, comme une menthe religieuse de 6 ou 7 pieds de haut. Je n'ai jamais eu un cas comme ça dans le SLV. C'est assez rare, j'imagine. Vous savez, les rapports sous-culturels étaient tous de deuxième et troisième main, et j'ai eu beaucoup de mal à identifier les témoins primaires, à être capable d'établir un certain nombre de points de données sur un événement particulier. Il s'agissait en grande partie de cette zone grise où les rapports entrent dans la catégorie des légendes urbaines, ou autres. C'était toujours, ouais, la tante de la petite amie du dresseur de chiens du voisin de mon meilleur ami, et puis je devais effectivement rechercher la tante de la petite amie du dresseur, et très rarement j'étais capable d'identifier le témoin principal pour certains des événements phénoménaux de type plus subculturel. Vous savez, les Skinwalker, les sorcières, les métamorphes, les traditions où la culture hispanique rencontre la culture apache. Cette sorte de royaume du milieu du XVIe siècle. Très difficile à étudier. Faire des recherches, oui, vous pouvez trouver certaines choses, mais enquêter réellement et trouver des témoins primaires est très difficile. J'ai été capable de le faire dans quelques cas, et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Je crois qu'à un certain niveau, il y a des adeptes de l'obscurité qui sont capables de changer de forme, qui sont capables de voler. J'ai eu une femme qui m'a vraiment impressionné. Elle prétendait que lorsqu'elle avait 8 ans, sa grand-mère l'entraînait à devenir une bruja, une sorcière.
Un jour, elle l'a serré contre sa poitrine, et ensemble elles ont volé à travers les montagnes. C'était dans les années 1950, et cela a été si traumatisant pour elle, qu'elle a tourné le dos à sa famille, et est devenue une nouvelle chrétienne. Elle n'a jamais oublié combien il était déconcertant d'être exposée à un parent ayant ces capacités fantastiques. J'ai donc regardé dans les yeux suffisamment de personnes qui ont fait de telles affirmations, et j'ai interrogé des centaines et des centaines de personnes. Probablement des milliers de personnes. Après avoir interviewé autant de personnes dans ce domaine, vous savez quand les gens délirent, ou quand ils sont totalement honnêtes, mais identifient mal quelque chose, ou quand ils sont totalement honnêtes, peut-être un observateur entraîné comme un ancien militaire. Je veux dire, vous pouvez le dire. Il y a un parti pris personnel dans toutes ces histoires, et plus vous pénétrez dans une sous-culture, comme la culture hispanique du nord du Nouveau-Mexique ou du sud du Colorado, plus vous devez tenir compte des interprétations culturelles du témoin. Mais, vous savez, vous avez quelqu'un qui est un crack de la chasse à l'élan en plein air, qui prétend avoir vu un lutin, et qui peut vous dire exactement, presque au pied près, à quelle distance il se trouvait, ce qu'il faisait et comment le soleil brillait sur son visage brûlé par le soleil. Il y a une qualité d'acuité d'observation, qui après des centaines de personnes à qui vous parlez, et ma base de données parle d'elle-même. Je suis très fier de ça. Si je devais désigner quelque chose comme étant l'œuvre de ma vie, ce serait sans aucun doute cela, et je suis surpris que davantage de personnes ne se soient pas plongées dans ce domaine, et n'aient pas commencé à travailler avec. En termes de données primaires brutes, la vague d'activité qui s'est produite entre 1993 et 1999 dans la vallée de San Luis, une période de 6 ans, n'a pas d'équivalent dans le pays en termes de documentation par les forces de l'ordre, les médias, moi-même et d'autres enquêteurs. Quand on parle de Skinwalker, du diable au bal, il y a de merveilleuses légendes urbaines, mais je dispose de données concrètes. J'ai des dates, des descriptions, des durées, des témoignages de première main. Il y a définitivement quelque chose de magique dans le sud-ouest qui survit encore. Il n'a pas été éradiqué par la marche de la technologie et de l'apathie du XXIe siècle. La magie n'a pas été totalement volée à la réalité dans certaines régions de ce pays, et c'est dans ces zones rurales que tous vos lutins se rendent, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Que vont-ils faire? Traîner sur la 5e avenue à Manhattan? Non, ils vont aller dans le Blue Ridge, ou dans les marais de l'Alabama, ou le bayou de la Louisiane, les prairies du Kansas. Ils vont aller dans les zones reculées, parce que ce sont les seuls endroits où ils peuvent rester cachés. Et la vallée de San Luis et certaines parties des Rocheuses du Sud sont un aimant magique. Ils ont une quantité incroyable d'activité. C'est comme une soupe paranormale condensée là-bas. Partout ailleurs, c'est comme du bouillon. Vous allez dans certaines de ces régions du pays, autour de Shasta, les cascades ont des choses incroyables, les Rocheuses du Nord, les Blackies du Dakota du Sud, il y a un tas de zones où toute cette activité paranormale devient condensée, comprimée et vraiment dense, et nous avons besoin d'avoir des gens sur le terrain, formés et à la hauteur, en réseau, équipés et prêts à agir dans ces zones. Et nous ne le faisons pas, parce que ce sont des zones reculées, et que très peu de gens y vivent. Ceux qui y vivent ne veulent pas en parler. Éditeurs, et maintenant certains d'entre eux s'enfuient en Argentine, s'éloignant encore plus. Christophe O'Brien, nous ne faisons que lécher le sommet de l'iceberg. Scott Corral est un véritable héros méconnu. Ce type a documenté plus de choses en Amérique du Sud, et dans les pays latinos que quiconque. Je tire mon chapeau à des gens comme Scott. Il y a aussi des gens en Russie, et il y a quelques ufologues, et paranormaux émergents en Chine, et en Asie qui commencent à s'afficher, et de nouvelles informations commencent à sortir. Mais vous savez, avec Internet et tout le reste, et tout le monde veut avoir son quart d'heure de gloire à la Andy Warhol, il y a beaucoup de gens qui essaient de tromper les gens, et puis il y a le gouvernement qui essaie de le faire, l'armée qui essaie de le faire. À mesure que nous avançons dans le futur, il devient de plus en plus difficile d'enquêter correctement sur ces événements phénoménaux. Lorsque vous avez fait votre road trip au milieu des années 70, c'était comme un territoire vierge. Aujourd'hui, tout le monde a une idée préconçue de toutes ces choses. À l'époque, il n'en avait même pas entendu parler. Si quelque chose ressort de cette interview, la chose que je veux vraiment faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut examiner tous les phénomènes connexes et corrélatifs autour d'un événement. Des quantités inhabituelles de comportements sociétaux aberrants, qu'il s'agisse de meurtres, d'agressions, de quantités inhabituelles d'incendies, d'accidents de la route, de conditions météorologiques étranges. Toutes ces choses sont liées entre elles. J'en suis absolument convaincu. Il y a un tissage synchrone de la trame de ces événements. Si vous avez des manifestations d'OVNI, alors vous allez aussi avoir des choses bizarres, qui se passent dans la structure sociale. Vous allez avoir une météo bizarre, des coïncidences étranges de type Ripley Bolivité-Orno, et des mutilations de bétail, des observations de créatures cryptozoologiques, et vice-versa. Je ne serais pas surpris que l'on ait un tas de rapports sur le Bigfoot, ou des observations d'OVNI, autour de Yellowstone en ce moment.
la caldeira de Yellowstone, se réchauffe et nous avons récemment eu des essaims de tremblements de terre dans la région. John Keel a été une influence majeure pour moi. En fait, son livre Mothman Prophecy, si je devais comparer mon premier livre à un livre, ce serait celui-là. Keel a été un grand héros pour moi depuis que je suis enfant, et Valley aussi. Keel a été un peu plus mon instinct et Valley a été ma tête, en ce qui concerne la façon dont je regarde beaucoup de ces choses. Rédacteur, je n'ai jamais rencontré Keel en chair et en os, mais en décembre 2005, j'ai enfin pu rencontrer Jacques Vallée. C'est un gentleman très gentil, doux, à la voix très douce, mais quand il parle, il dit simplement sa vérité, et alors vous l'acceptez ou vous en faites ce que vous voulez, mais vous réalisez que vous êtes en présence d'une personne très spéciale. Christophe O'Brien, oui, mais il n'a pas été justifié. Des gens comme Restanfort et d'autres, qui se penchent sur le domaine de la dynamique magnéto-hydro, et de la dynamique du plasma, comme preuve physique derrière les ovnis, lui prouvent peu à peu qu'il a tort et il n'est pas content. Croyez-moi, Vallée est l'un de mes penseurs préférés de tous les temps, et j'ai lu tous les livres qu'il a écrits. J'ai probablement lu Dimension 4 ou 5 fois, Confrontation aussi, et j'ai dévoré Anatomie d'un phénomène quand j'étais enfant. Passeporto Magonia, je l'ai lu 3 fois. Et tous les livres de Keel aussi. Même certains de ces livres rares, comme des Ktv, des livres que la plupart des gens ne connaissent pas. Ils ont tous eu une grande influence sur ma pensée. Restanfort, parmi tous ces types, à partir de 1955, est celui qui m'a le plus frappé par son travail en sciences physiques. Rédacteur, oui, bien sûr, il a fait les gros titres au début des années 1970 avec son installation au Texas où il avait un lieu d'atterrissage pour les ovnis. Christophe O'Brien, oui, le projet Starlight. En fait, je viens de parler avec Ray aujourd'hui. Nous sommes de très bons amis. Au fil des ans, j'ai lentement accumulé des heures et des heures d'enregistrement, et j'ai l'histoire complète de sa vie dans ses propres mots. Rédacteur, je sais que lui et l'un de ses frères, qui est devenu parapsychologue, ont été impliqués dans les années 50 dans des affaires de contagion. Christophe O'Brien, un parapsychologue de haut niveau. Son frère jumeau Rex. Ils ont vécu des événements très proches, et personnels qui les ont vraiment excités en tant qu'adolescents. La première chose qu'ils ont faite, a été de contacter Adamski et Georges Williamson et Daniel Free et Truman Bottom, vous savez, tous les premiers contactés, et ils ont fini par les démystifier. Adamski a littéralement fini par leur montrer comment il avait truqué ses photographies. Nous avons ri. Rédacteur, il était facile de le démystifier alors, n'est-ce pas? Christophe O'Brien, non, ses premiers travaux étaient réels. Les images au-dessus de Palomar étaient de vrais ovnis, mais ça lui est monté à la tête. Même Daniel Free a probablement eu des choses qui se sont passées au début et qui étaient réelles, et puis son ego s'en est mêlé. Ray est une personne vraiment difficile à connaître. Rédacteur, je ne savais pas qu'il était encore actif. Christophe O'Brien, oh mon Dieu, il est actif. Rédacteur, il vit toujours au Texas je suppose. Christophe O'Brien, non, il est dans le Maryland depuis des années. C'est le meilleur découvreur de traces de dinosaures au monde. C'est un paléontologue médium, croyez-le ou non. Il vient probablement de trouver la plus grande piste de ptérosaures jamais trouvée. Rédacteur, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai l'occasion de l'intervieweur. Christophe O'Brien, oui, Ray serait, eh bien, il m'a fallu 5 ans pour ne serait-ce qu'atteindre le sommet de l'iceberg avec Ray. J'ai tout un manuscrit pour un livre sur l'histoire de sa vie qui est juste posé là. Éditeur, eh bien, cela semble être une histoire incroyable. Vous avez beaucoup d'histoires incroyables. On dirait une porte tournante d'histoires incroyables. Christophe O'Brien, oui, c'est ce que vous pouvez prouver, ce que vous pouvez démontrer et reproduire. C'est à cela que tout se résume vraiment. Ce que nous pouvons supposer et prouver, et ensuite avoir d'autres personnes qui corroborent l'expérience. C'est de ça qu'il s'agit. Réplication. Rédacteur, je suppose qu'à ce stade du jeu, après toutes ces années à faire ce que vous avez fait, quelle est votre intuition sur ce qui se passe ici? Il y a un contexte historique, il y a une superposition de phénomènes. Christophe O'Brien, oui, il s'agit bien de groupes multiples avec des agendas multiples. Peut-être qu'il s'agit de nous-mêmes revenant du futur, de phénomènes de dimensions parallèles, de phénomènes métaphysiques, de phénomènes ultraterrestres. Peut-être que nous avons affaire à des dinosaures survivants, qui réaffirment soudainement leur contrôle sur la planète. Je veux dire que c'est probablement une combinaison de tant de choses différentes. C'est tellement au-dessus et au-delà de la simple EPF. Éditeur, avez-vous dit que les dinosaures réaffirment leur contrôle de la planète? J'ai tout entendu, mais avez-vous dit dinosaures? Christophe O'Brien, oui, oui. Pourquoi pas? Les dinosaures étaient là depuis plus de 200 millions d'années. Nous ne sommes là en tant qu'espèce sensible que depuis moins d'1 million. Peut-être que les dinosaures ont évolué vers une culture spatiale, et ont quitté la planète avant la fin du Crétacé. Ils reviennent maintenant pour reprendre le contrôle, ou ils sont peut-être allés sous terre. Éditeur, donc ce serait comme les êtres reptiliens? Christophe O'Brien, exactement, et peut-être qu'ils sont allés sous terre.
Tout cela est si complexe et quiconque pense qu'il s'agit simplement d'extraterrestres venus d'une autre planète est naïf. Et je pense que le gouvernement est impliqué dans une technologie incroyable, et le niveau de leur technologie opérationnelle est probablement 20 ans en avance sur ce qu'ils ont reconnu. Ils savent peut-être même comment manipuler les anciens portails. Éditeurs, et bien sûr, avec beaucoup de vos zones ovnis comme la San Luis Valley, vous entendez beaucoup d'histoires d'implications militaires et gouvernementales. Christophe O'Brien, c'est une toute autre interview. Je veux dire, je pourrais vous faire frissonner avec certaines choses, y compris mes propres expériences personnelles. La plupart des gens n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la technologie de pointe des militaires et des agences de renseignement. Des gens sont entrés chez moi, se sont faufilés dans ma maison, ont volé des fichiers et des photos, et m'ont suivi. Parfois, je ne savais même pas ce qui se passait. D'autres fois, je le savais. Les gens qui l'ont remarqué par hasard m'ont dit, au fait, quand j'étais en panne sur la route la nuit dernière, je vous ai vu passer dans votre petit camion, et juste derrière vous, il y avait quelqu'un qui vous suivait avec les phares éteints. Vous entendez ça une ou deux fois, et vous commencez à vous demander, peut-être que je commence à me rapprocher de quelque chose? Rédacteur, je sais que lorsque j'étais à OP, Blanca PA était considéré par un certain nombre de personnes avec qui j'ai parlé, comme un endroit d'où semblaient sortir beaucoup d'hélicoptères, et ils avaient l'impression qu'il y avait une base d'opération quelque part là-haut. Christophe O'Brien, et bien Blanca et les dunes. C'est le point zéro, ou une sorte de station centrale pour la vallée, où la plupart des choses se passent. Les gens disent, que pensez-vous de cette tour de guet ovni? Je réponds, eh bien, je ne suis pas sûr que je l'aurais construite, mais si je devais le faire, c'est exactement là que je l'aurais mise. Rédacteur, un bon emplacement. Christophe O'Brien, parfait. Un siège au premier rang. Rédacteur en chef, eh bien, je sais que vous pouviez vous asseoir là, et regarder à des kilomètres, et des kilomètres à la ronde, et voir les modèles météorologiques changer. Vous pouviez voir une tempête au loin. Christophe O'Brien, ouais, imaginez être tout près des Sangres. J'étais presque à 1000 pieds au-dessus du fond de la vallée. Je pouvais voir la plus haute montagne du Nouveau-Mexique, jusqu'à la troisième plus haute montagne du Colorado. Je pouvais regarder à plus de 300 km depuis mon Porsche. Éditeur, wow, c'est assez étonnant. Je ne peux pas imaginer avoir ce genre de vue. Christophe O'Brien, eh bien, c'est pour cela que je suis resté aussi longtemps que je l'ai fait. Ça, plus toute l'excitation. Fin de l'entrevue.